De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir je recevrai l'avocat Raphaël Lapin. Bonsoir. Bonsoir Harold et bonsoir à celles et ceux qui nous regardent, aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes qui nous regardent. Donc on vous reçoit sous toutes vos casquettes, Guadeloupéen engagé, vous êtes avocat au barreau de Guadeloupe, vous êtes également engagé en politique. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir votre vision un peu sur cette réforme des retraites qui fait beaucoup polémique. Pour le gouvernement, elle est nécessaire, pour les syndicats, ça ne l'est pas. Votre positionnement déjà sur la nécessité ou pas de faire une réforme. Alors, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Pour le gouvernement qui fait la réforme, c'est souvent nécessaire de réformer. Et pour les syndicats qui sont élus par les personnes qui vont endurer la réforme, c'est jamais nécessaire de réformer. Et effectivement, tout l'enjeu va être de faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie dans le débat qui est un débat foisonnant, il faut le dire, et où parfois on oublie d'en revenir à l'essence même. Et je suis venu, vous voyez, avec mes petites notes, c'est parce que comme on dit, j'ai fait mes devoirs, mais avant juste de rentrer sur le fond de la réforme, je voudrais, puisque c'est le jour, c'est un jour particulier aujourd'hui, c'est le 8 mars, et c'est le jour c'est la journée internationale des droits de la femme et c'est une porte d'entrée sur cette question des retraites. Pourquoi ? Ce midi, entre 10h30 et 12h30, on a tenu une magnifique manifestation avec l'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe et je tiens ici à saluer le président Kenny Brackmore, Maître Kenny Brackmore, ainsi que mes confrères du bureau de l'Union des jeunes avocats sur la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et ça a été évoqué, notamment par la sous-directrice en charge des retraites à la CGSS, la question de l'impact des inégalités entre les femmes et les hommes sur les retraites. Puisque nécessairement, la retraite étant le reflet de la vie professionnelle, s'il y a des inégalités durant la vie professionnelle, celles-ci se retrouvent nécessairement sur la retraite. Donc d'ores et déjà, dire qu'il reste du travail à faire pour qu'au cours de la vie professionnelle, les femmes puissent atteindre l'égalité salariale. Là-dessus, Thomas Piketty disait qu'il nous faudrait encore presque 90 ans pour atteindre l'égalité stricte salariale. L'ONU, ils disent 300 ans pour mettre fin aux inégalités. Salariales, juste sur l'égalité salariale. 90 ans, presque un siècle. Donc presque un siècle. J'ai presque envie de dire, parce que je pense aux générations qui montent, j'ai presque envie de dire, dépêchons-nous et travaillons-y. Donc ça, c'était pour faire le lien avec l'actualité. Ensuite, quand on parle de réforme des retraites, il faut qu'on puisse dire à celles et ceux qui nous regardent de quoi est-ce qu'on... de qui ne croit pas aller. Exactement. Parce que, encore une fois, on entend énormément de choses, on voit beaucoup de choses, et même dans des débats qui se veulent pédagogiques, parfois je regrette que l'information ne puisse pas passer. Là, nous va parler de réforme des retraites, Harold, de qui ne croit pas aller. C'est centralisé, c'est cristallisé sur les 64 ans. On nous parle de départ légal à 64. C'est ça. Parce que finalement, c'est la mesure phare de la réforme. Ça veut dire qu'on va reculer l'âge légal de départ à la retraite. Ça ne veut pas dire que tout le monde va partir à 62 ans jeudi là. Ça veut dire qu'on peut partir à taux plein à 62 ans. Et donc, on va reculer l'âge légal de 62 à 64,3 ans, l'âge légal de départ à la retraite, pour partir avec un taux plein et donc avec une retraite complète. Bon. Ça, c'est la mesure forte, mais à pas celle bitin qu'il y a dans et texte à gouvernement là, ni d'autres bitins. Il y a, par exemple, la réforme des régimes spéciaux. Exactement. On n'en parle pas beaucoup, ça. Non, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, beaucoup de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui appartiennent à ces régimes spéciaux. La SNCF, la RATP, toutes ces notifications-là que nous vous souvent toute la journée, des France Info, de vos confrères de France Info, du Monde, etc., c'est pour savoir qui j'en trafic c'est trafic à la France, c'est pour nous savoir qui j'en RATP a marché, qui j'en SNCF a marché. Parce que ces messieurs en la là,
Et finalement, la question se pose de savoir est-ce qu'on va supprimer ces régimes spéciaux-là. À côté de cela, il y a aussi, il faut le dire, parce qu'il y a cette réforme des régimes spéciaux, il y a un autre volet de la réforme qui est intéressant et qui serait intéressant de discuter, parce qu'il en va du principe même des retraites, c'est la réforme de la pénibilité au travail. Et là-dessus, j'aurais quelques mots à dire, parce qu'on va se retrouver dans une espèce d'évolution de ce qu'on appelle le compte professionnel, le compte professionnel d'usure professionnelle, pardon. Et donc, ce compte d'usure professionnelle vient déjà présager de ce que deviendra notre retraite plus tard. Mais un cas petit tac par petit tac. Et pour en revenir à ta question, la question était de savoir est-ce qu'il est nécessaire de réformer ? Quand on regarde ce qui est dit par le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites, et par le Haut Commissariat au Plan, c'est-à-dire une institution qui avait été nommée par Macron à l'époque pour dire s'il faut ou pas réformer et comment est-ce qu'il faut réformer, a priori, il faudrait réformer. Et c'est pas nouveau ce que je suis en train de dire là. Depuis 1991, tu as eu un livre blanc sur les retraites qui est sorti et un certain nombre de rapports sont venus confirmer. Et en fait, on s'est rendu compte que depuis les années 90, la tendance des réformes relatives aux retraites a évolué. Au départ, on a un système de retraite qui sort de 1945, qui est créé en 1945, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, et qui a pour ambition de faire vivre une certaine conception de la solidarité nationale. Ça veut dire que ça, il travaille jeudi là, qu'à payer pour ça, il ja à la retraite. Moins, on a payé pour mamie en moins à la retraite. Et ainsi de suite, de génération en génération. Sauf que, on s'est rendu compte que ce truc-là, ça fonctionne bien tant que les gens qui sont baby boomers travaillent. Ça veut dire, tant que ça qui travaille, puis nombreux, ça qui est à la retraite là. Sauf que, là, on est arrivé en époque. Là, moun qui travaille, moins nombreux qui à la retraite. Parce qu'on est en papy boom, en fait. Donc exactement. Tous les baby boomers sont en train de rentrer à la retraite en même temps, ce qui est en train de déstabiliser finalement le système de retraite. Exactement. Et donc, si à une certaine époque, tu peux avoir un système de retraite ou alors tu as des cotisations qui sont relativement faibles, ou alors tu te retrouves à avoir un système de retraite qui est excédentaire, eh bien, au final, progressivement, tu te retrouves dans un système de retraite qui va être déficitaire. La question est de savoir, est-ce qu'une politique publique déficitaire, c'est quelque chose de choquant ? Là-dessus, je laisse ça à l'appréciation de celles et ceux qui gouvernent, puisque, a priori... C'est choquant, on ne sait pas, mais pas nouveau en tout cas. Le service public... Voilà, bien sûr, il y a des règles d'or budgétaires désormais qui doivent faire tendre vers la maîtrise des déficits publics, sauf que on parle quand même de règles d'or, d'une maîtrise des déficits publics. Bref. Donc tout ça pour dire que, au final, l'idée du gouvernement dans cette approche-là, c'est de dire que si je là, des gens qui ont payé retraite, on sait le monde, demain, ou que tu veux avec un monde, on sait le monde, ou peut-être moins qui on sait le monde qui a payé retraite à yon, des 3 monde à la retraite. Mais c'est ça la réalité. C'est considéré, faut faire même gâteau là, ou un gâteau plus grand pour nourrir plus monde, mais avec moins de farine, moins de yaourt, moins de tout bitin. D'accord ? C'est grosso modo, c'est ça Yoka dit. De sorte que si on suit la réflexion selon laquelle il faut maîtriser les déficits budgétaires, ce qui est la réflexion du gouvernement, eh bien, on se retrouve avec une réforme qui apparaît comme étant nécessaire. Attention, aussi bien le corps, alors le corps, lui, il est formel. Même s'il y a des interprétations, en tout cas, il y a un article après-midi là sur LCP qui disait qu'effectivement, l'opposition interprète le corps comme disant la même chose que la majorité, mais avec des résultats différents. C'est normal, c'est le débat politique. Sauf que, effectivement, le corps dit une chose, c'est que à échéance 25 ans, on va se retrouver avec un déficit du système de retraite. De sorte qu'il faut réformer. Sauf que le Haut Commissariat au Plan, c'est-à-dire l'institution qui a été désignée par Macron pour dire toi, tu me sors un plan de réforme, eh bien, ce Haut Commissariat au Plan-là est en train de dire mais d'autres options étaient possibles.
Je crois qu'il y a une dizaine de scénarios qui étaient possibles. Sur les 10 scénarios, on tend vers un déficit, ça c'est clair, net et précis, mais des déficits qui peuvent être moindres. On peut parler de 200 millions, de 2 milliards, jusqu'à 12 milliards par an pour les déficits, à savoir si vraiment ça va déstabiliser ou voire éliminer le système de retraite. Premièrement. Et deuxièmement, la réalité des propositions qui sont faites, il faut qu'on le dise pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Aujourd'hui, la mesure phare de la réforme, c'est le recul de l'âge légal. On en a parlé, de 62 à 64 ans, grosso modo. Sauf qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles pour pouvoir... Le fournisseur, le radio gâteau là, faut nous faire un plus gros gâteau avec moins d'ingrédients. Eh bien, grosso modo, ça gouvernement l'a décidé, c'est qu'il va mettre petit plus de l'eau dans et gâteau là. Sauf qu'il était aussi possible d'augmenter par exemple les cotisations patronales. C'est quelque chose dont on a peu entendu parler. Il était possible aussi d'envisager que le gouvernement se mette au travail. Aujourd'hui, les scénarios reposent sur 7% entre 2030 et 2050. 7% de chômage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a décidé que le gouvernement est arrivé à 7% en France de chômage. Et donc, entre 2030, nous pourrons même en 2030, et 2050, il n'y a rien d'autre à faire pour y payer ça, mettre mon travail. Grosso modo, c'est ce qu'on est en train de dire à la population. Parce que le Haut Commissariat au plan des retraites, qui est une institution, encore une fois, qui a été désignée par Emmanuel Macron, donc c'est un gars qui était proche de lui, qui a donné ces orientations-là, il te dit que si on atteint le plein emploi, eh ben, on va dégager les ressources nécessaires pour pouvoir continuer de financer notre système de retraite. De sorte que, si la réforme s'avère nécessaire, les ressorts de cette réforme-là, aujourd'hui, apparaissent comme étant idéologiques. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est idéologique? Posez-moi des questions, mais pour nous partager ça avec ces gens qui regardent nous là. Pourquoi est-ce que les ressorts semblent-ils idéologiques? Parce que je t'ai dit qu'il y avait différents types de ressorts qui auraient pu être mobilisés. L'emploi, on aurait pu aussi imaginer des cotisations différentes. Mais tu as parlé de l'égalité homme-femme. Si on atteint l'égalité homme-femme niveau salarial, forcément les cotisations augmentent. Exactement. Et donc, quand on parle de réforme idéologique, aujourd'hui, j'ai expliqué tout à l'heure que les gens qui travaillent aujourd'hui payent les retraites des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui. C'est un système de solidarité, c'est le fameux système de retraite par répartition. C'est ça, il y aura le système de retraite par répartition. Ça veut dire, moins, je de là, en payant cotisation, mais cotisation là, ça caille en poche à un retraité et au monde qui est à la retraite, je dis là. Ça, c'est mon là, TKV, et c'est ce qui présage, je te parlais tout à l'heure, du compte d'usure professionnel. En fait, ça y est, c'est qu'on va cotiser, on va mettre un petit argent dans mon compte tous les mois pour que vous-même, là, vous partiez à la retraite, vous payez ça, profiter dans l'argent au titre de l'usure. Grosso modo, c'est ça. Oui, mais est-ce quand on glisse vers ce genre de modèle, est-ce qu'on ne va pas vers une capitalisation des retraites? Exactement. Mais tu as tout dit. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis que c'est une réforme qui est idéologique. Elle est idéologique pourquoi? Parce que progressivement, on est en train de sortir du système qui est aujourd'hui et qui fait la richesse et la force du système de retraite à la française. C'est le système de répartition qui repose sur la solidarité. Et on est en train progressivement d'instiller de la capitalisation. Alors, d'ores et déjà, il faut qu'on se dise les choses. Les indépendants et les professions libérales sont d'ores et déjà dans des systèmes particuliers, où, et notamment la profession d'avocat à laquelle j'appartiens, où nous, on a un régime de retraite qui est dit autonome. Alors, heureusement, au départ, il y a songé faire rentrer à l'habitat pour récupérer les sous de la CNBF. Nous, on faveur, une faveur toute relative. Peut-être temporaire aussi. Ils sont en train de tout lisser progressivement. Et temporaire, je pense, effectivement. On pourrait en parler aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe déjà, et les indépendants ont déjà recours à des systèmes de capitalisation. Ça veut dire que tu as des organismes de retraite complémentaires qui te permettent de cotiser d'ores et déjà. Ça veut dire quoi? Mettre ton petit taclage chaque mois à côté pour que là où rentrer à la retraite, eh ben, on paie ça ni en complément de retraite pour payer ça, mettre petit moins baie à dans c'est pénal. Exactement.
Et donc, c'est ce que progressivement, c'est ce vers quoi on va tendre en réalité. Et pour moi, ce compte du JO professionnel en est l'illustration. C'est aussi illustré parce que la réforme n'en fait même pas dissimulation. Aujourd'hui, on va faire disparaître les régimes spéciaux et il y a un fonds d'investissement qui est créé, qui va être abondé à hauteur de 1 milliard d'euros par l'État sur cette question de la pénibilité au travail. Mais qui dit fonds d'investissement dit que c'est géré par quelqu'un. Et ça, on en rentre dans un autre jeu, puisque ce n'est pas l'État. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? On assiste à ce qu'on appelle l'américanisation du système de retraite. On arrive sur le modèle à l'américaine, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas vraiment viable quand on regarde, mais on fonce droit. Qui ne garantit pas, et c'est là où il faut qu'il y ait des vigies, qui ne garantit pas un égal accès tout simplement à la solidarité, qui ne garantit pas une égalité déjà, une égalité sociale entre les personnes qui bénéficient d'un même système. Et c'est là, de mon point de vue, alors évidemment, il y a les réformes et les mesures de mise en œuvre de la réforme qui peuvent plus ou moins inquiéter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle essentiellement de l'âge légal de départ à la retraite. Sauf que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme disait un économiste célèbre. Et les hommes ne vivent pas éternellement. Donc, à un moment donné, on va peut-être être fatigué d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Et en fait, ce qui est en train de nous être dit à demi-mot, parce qu'on a eu le décalage de l'âge, ça remonte à 82, hein, l'âge légal à 60 ans. On a eu le décalage à 62 ans par la réforme Fillon. On a aujourd'hui le décalage à 64 ans par la réforme Macron. Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que tôt ou tard, on ne pourra plus augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Et donc, il faudra qu'on trouve des solutions alternatives s'il faut qu'on continue à financer notre système de retraite. Bon, dans ce cas-là, ils privatiseront de toute façon les retraites. Il y a quelque chose qui est assez intriguant aussi, on parlait des régimes spéciaux. L'avantage de certains de ces régimes spéciaux, c'est que les caisses sont excédentaires, c'est qu'il ne manque pas d'argent pour financer justement les retraites. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une ponction, que le gouvernement organise aussi une ponction pour récupérer l'argent là où il est et le réinjecter finalement dans la machine? Et d'ailleurs, c'est ce qui est dénoncé par de nombreux syndicats de ces régimes spéciaux, c'est que quelque part, on se retrouve... Alors, de toute façon, les régimes spéciaux sont financés par les salaires de l'ensemble des personnes qui cotisent. Mais quoi qu'il arrive, et c'était tout le sujet sur les 2 milliards de la CNBF à l'époque, effectivement, la question se posait sur le point de savoir est-ce qu'il n'y avait pas une ambition de l'État de faire main basse quelque part sur ces 2 milliards-là. Et évidemment, l'État est en quête de ressources partout où il peut l'avoir. Ce qui doit nous interpeller, c'est que, et on en parlait tout à l'heure, les scénarios qui sont aujourd'hui échafaudés pour échapper au déficit public ne semblent même pas être confirmés par le Haut Conseil des finances publiques, qui, de son point de vue, dit mais oui, mais l'État bien gentil, l'État a fait une réforme, mais on peut comprendre quel l'État a fait concrètement, on peut comprendre quel est l'objectif qui est celui de l'État. Pourquoi? Qui l'argent l'État qui a gagné? Et à pas moi dit, c'est le Haut Conseil des finances publiques qui dit que sur le plan des finances publiques, ce n'est pas une réforme qui se justifie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un autre point. Pourquoi est-ce qu'on peut identifier cette réforme comme étant une réforme idéologique? Il y a le choix de la procédure parlementaire. Quant à ça. Qui a été retenu. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. C'est incroyable. Ils l'ont rentré dans le budget rectificatif. Il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Et il faut que les gens qui nous regardent comprennent ce qui est à l'œuvre. C'est un cavalier législatif presque accepté et officiel. Tout bite là, l'état blanc. C'est-à-dire qu'on a un texte qui est un texte budgétaire pour la sécurité sociale qui comprend des mesures substantielles. C'est-à-dire que certes, à terme, elles auront un impact budgétaire. Là-dessus, il n'y a pas de question. On espère en tout cas qu'elles aient un impact budgétaire. Sauf que la réalité, c'est que ce sont des mesures substantielles. Et pourquoi est-ce que le gouvernement a eu recours à ce cavalier ou cette méthode un peu
un peu singulière de réforme. C'est parce qu'il voulait avoir recours à un texte de la Constitution, c'est l'article 47. 1 de la Constitution. Et du coup, j'ai été regarder ce que disait l'article 47-1. Et en fait, c'est une manière de faire un espèce de vote bloqué sur un texte de financement de la sécurité sociale pour empêcher, au bout de 15 jours à l'Assemblée nationale, de continuer les discussions et pour ensuite faire le Sénat discuter à marche forcée parce que le Parlement doit adopter le texte en des termes conformes dans un délai de 50 jours. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous regardent se figurent ce que c'est que 50 jours pour une discussion parlementaire, mais c'est un éclair. C'est rien. On parle de 2 mois et 10 jours, donc à raison de 3 rendez-vous par semaine. C'est rien du tout. C'est un éclair. Parce que tant pour texte l'a passé en commission, en condamné bité un petit goutte, tant pour texte l'a passé en commission. Déjà, faut texte l'a sorti au gouvernement, faut y arriver en les bureaux à l'Assemblée nationale. Après ça, faut y rentrer en commission. Tant pour texte l'a discuté en commission, faut compter déjà des semaines. Là où sorti en commission, faut texte là. Alors, faut que les administrateurs aient le temps de faire passer tous les amendements qui ont été adoptés en commission. Et ensuite, il faut que le texte passe en séance publique. Et la discussion en séance publique, on sait tous que c'est le moment où les parlementaires ont le loisir de s'exprimer de manière éclatante. Et donc, ils profitent. Et évidemment, le texte prend du temps à être adopté. C'est pour ça que le texte n'a pas pu aller au bout de sa discussion. C'est que l'Assemblée nationale avait dépassé, au bout de 2 articles, je crois, les 15 jours de discussion. C'est pour dire comment est-ce que ça va vite. Et on est déjà en discussion au Sénat. Et il faudrait, le cas échéant, que le texte puisse être adopté en des termes conformes par les 2 assemblées. C'est mission impossible. C'est mission impossible, mais ça se fait. Non, mais qu'est-ce qui se passe si ça ne se fait pas? Et c'est ça, l'article 47.1. C'est là qu'il donne une puissance incroyable au gouvernement. C'est qu'il autorise, de fait, si le Parlement n'arrive pas à discuter le texte en des termes conformes, il autorise le gouvernement à adopter le texte par voie d'ordonnance. Et la faire replier. Ce qui signifie que, en définitive, la réforme des retraites va passer. Dans tous les cas, et on peut noter aussi que le Sénat a adopté donc aujourd'hui, en fin de soirée, l'article 7, donc l'article clé du projet de réforme des retraites qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans. L'article a donc été adopté au Sénat à 201 voix pour et 115 contre. Aucune surprise pour vous? Pas de surprise. Pourquoi ? Parce que je rappelle que le dernier relèvement du seuil de l'âge légal de départ à la retraite avait été effectué par un gouvernement de droite. C'est une réforme en laquelle la droite française croit dur comme fer. Ces messieurs étaient mêlés parce qu'ils n'ont pas été pile nombreux à l'Assemblée nationale pour battre Macron en belle palle et laisser Macron faire le texte passer tranquillement. Et ça t'est passé chuite, qu'on y aura dit. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le Sénat fait évoluer le texte dans un sens qui convient mieux à la droite, mais qui en définitive ne disconvient pas tellement au gouvernement. Et l'article 7 était, effectivement, de ce point de vue-là, une espèce de représentation symbolique de ce qu'attendait la droite depuis tantôt. Ça n'a pas vraiment été débattu, cet article 7. Ben voilà, mais la preuve. D'ores et déjà voté. Mais d'ailleurs, ça a fait l'objet de pas mal de débats à gauche du Sénat. Le silence particulier, assourdissant des sénateurs de la droite était effectivement quelque chose qui les a interpellés. De toute façon, avec ce gouvernement, il n'y a pas beaucoup de surprises quand ils annoncent quelque chose. J'ai eu l'occasion de le répéter. Il faut qu'on comprenne, quand ils annoncent quelque chose, ils le feront. Ils trouveront les voies et moyens pour y arriver. Dans tous les cas, donc, le texte est en cours d'adoption. Est-ce que vous pensez que le climat social, la défiance populaire pourrait changer quelque chose ou bien ça restera en l'état? Alors, je ne suis pas à la place du président de la République. Mais ce que j'observe, c'est qu'à titre personnel, il n'a plus tellement d'enjeux politiciens à se faire aimer du peuple aujourd'hui.
il est dans un deuxième mandat. Il se retrouve dans une position qui est relativement évidente, c'est-à-dire qu'à la fin de son deuxième mandat, il ne sera pas candidat à sa succession. Certainement a-t-il déjà dû dealer des fonctions éminentes à l'international, au Fonds monétaire international, à la Commission européenne, où j'en passe, parce que c'est ça la réalité. Hein. Donc, quelque part, il n'a aucun enjeu à ne pas aller au bout, surtout quand il a enclenché les dispositions de l'article 47.1 de la 47-1 de la Constitution. Donc, de mon point de vue, c'est une réforme qui ira à son terme. C'est une réforme qu'on ne va pas pouvoir arrêter, quelle que soit la défiance populaire. Il faudrait, j'ai presque envie de dire, un Covid bis pour pouvoir arrêter cette discussion. Parce que la réalité, c'est qu'en 2020, c'est une pandémie mondiale. Ça peut paraître presque être une blague, mais c'est une pandémie mondiale qui a eu raison des velléités du gouvernement de faire passer ce texte-là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'époque, en 2020, c'était pas le même choix qui avait été opéré en termes de procédure législative. Non, pas du tout. On avait une loi organique et une loi simple qui venaient réformer le système de retraite. Et c'est dire comment est-ce qu'à l'époque, une loi organique, il faut y aller pour la faire adopter. Donc, on avait une majorité à l'époque du gouvernement qui était écrasante, et on se retrouve aujourd'hui avec une majorité qui a totalement, quasiment disparu, en tout cas sur le plan de la majorité absolue. Et évidemment, comme c'est plus compliqué de faire passer des textes, eh ben on va chercher des moyens un peu plus directs de faire passer ces idées. Mais pour vous, c'est le résultat qui compte pour lui, puisque de toute façon, ce n'est pas un politicien à proprement parler, il ne l'a jamais vraiment été quand on regarde. Donc, bon, sa carrière politique s'arrêtera à la fin de ce mandat. Alors, sa carrière politique ne s'arrêtera pas à la fin du mandat. Vous pensez qu'il va poursuivre soit dans la politique internationale, soit il va revenir. Il est jeune, le président de la République. Donc, il est jeune, mais il n'est pas très aimé, il n'est pas très apprécié. Et avec cette réforme qui va passer... Il va être encore moins apprécié. Voilà. Sauf qu'il a le temps de se refaire de se redorer le blason. Oui, mais bon, s'il finit comme Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy, c'est difficile de revenir sur la scène quand la France vous déteste. Oui, tout à fait. Mais il est particulier, cet homme. Il est particulier. Bon, ben c'est plié. Visiblement, selon vous, bon, ça va être voté, je le pense aussi. Oui, après, on voit l'énergie que les syndicats mettent dans la contestation. J'écoute régulièrement le matin Philippe, le face-à-face d'une de vos confrères de RMC, du coup, qui explique, qui échange avec les principaux représentants syndicaux. Les mecs, ils sont convaincus, et ils ont raison de l'être, parce que c'est une réforme idéologique. En revanche, ils auront beau aller se friter avec le gouvernement. Aujourd'hui, le président de la République est dans une position qui est relativement confortable pour lui tout seul. Autour de lui, j'ai presque l'impression qu'il a mis à l'abri de cette réforme ses éventuels dauphins, c'est-à-dire qu'il a envoyé quelqu'un qui n'a pas de velléité présidentielle par la suite au charbon, c'est Dussopt. La première ministre, à mon avis, n'a pas non plus de velléité d'être présidentiable en 2027. Donc il a mis à l'abri les nommés Darmanin, les nommés Édouard Philippe, et j'en passe parce qu'il y en a 2 ou 3 autres qui sont en embuscade, et Bruno Le Maire par exemple, et finalement il a envoyé au charbon celles et ceux qui acceptaient bien de faire la réforme, qui était une réforme idéologique, parce que ils étaient sur leur précaré ministériel. Donc, magnifique stratégie, son plan se déroule en tout cas comme prévu. Ce que je trouve assez surprenant, c'est effectivement qu'on se mobilise certes, mais ça faisait, je le répète encore une fois, ça faisait partie de son programme. Il a annoncé la couleur et les Français ont quand même voté pour lui, quitte à revenir sur... ça sert à quoi en fait? C'est ça la grande question. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de d'élire quelqu'un pour lui dire non, tu ne peux pas faire ça par la suite? Si on était en démocratie, ça fonctionnerait. Le pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Mais bon, dans une démocratie représentative, la chose est un peu différente, surtout quand on a une constitution qui prévoit qu'il n'existe pas de mandat impératif, notamment pour les parlementaires. Et effectivement, c'est une vraie question. Jusqu'où gouverner
dans un espace démocratique qui est hostile aux réformes qu'on porte, mais qu'on portait déjà quand on était candidat. C'est ça. Donc c'est une vraie question, sauf que de ce point de vue-là, il y a deux écoles. Il y a l'école, et souvent c'est un clivage qui obéit à la gauche et à la droite. Il y a l'école de la droite, et on se rappelle de Nicolas Sarkozy, qui gouvernait bille en tête et qui allait au fond de ses réformes, quelle que soit la contestation populaire. Et il y a l'école de la gauche qui cherche beaucoup plus, et on se rappelle là aussi François Hollande, et ça a peut-être tué François Hollande, qui cherche souvent plus le consensus, quitte à étouffer certaines de ses velléités pour obtenir un consensus. Je pense que Emmanuel Macron est plutôt tenant de la droite dans ses méthodes de gouvernement, pour l'avoir expérimenté pendant 5 ans sous le précédent quinquennat. Il y a quelque chose de presque physique à sa manière de gouverner qui est très directive, pour utiliser un euphémisme. On l'a bien compris pendant la gestion de crise, tout était centralisé sur lui, il aime bien décider de tout, il a même d'ailleurs reproché à son équipe, à son gouvernement, de lui laisser faire tout le travail. Je pense que tout le monde n'a pas forcément apprécié. Après, il y a un autre volet qui peut paraître assez inquiétant au niveau de la population, c'est justement cette représentation nationale, ce Parlement. On a l'impression que depuis le début du second mandat d'Emmanuel Macron, bon, déjà sur le premier mandat c'était compliqué, mais sur le second, que le Parlement n'existe pas. Que le Parlement n'a pas de valeur. On peut trouver des voies et moyens justement pour contourner la machine législative, enfin pas contourner la machine législative, mais la faire pencher plutôt dans notre sens. Est-ce que on ne va pas sur des dommages qui seront irréversibles, irréparables sur la vision qu'ont les Français de leur représentation nationale, de leur Parlement, qui entre guillemets, ne sert à rien en fait? C'est une vraie question. Pour le coup, c'est une question que j'ai eu l'occasion de me poser, vous en doutez bien dans les années et les mois qui viennent de s'écouler, sur la valeur de la représentation du peuple. La valeur, en tout cas, des représentants du peuple aux yeux du peuple. Et je pense que c'est une question qui est fondamentale. C'est une question qui est fondamentale parce qu'elle est galvaudée aujourd'hui. Trop souvent, on parle beaucoup d'anti-parlementarisme, c'est-à-dire que effectivement, casser métier, casser vie, il y a gagné un paquet de l'argent, il y a dormi dans ces séances-là, et finalement, il y a non croisés aussi. Et il n'y a pas qu'à défendre nous. Et il y a là pour poche, pour intérêt, pour amis. C'est ce qu'on entend dans la population. Et malheureusement, on a eu beaucoup trop d'illustrations de ce que c'était vrai. Moi, j'ai une idée un peu différente de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a un affadissement de la parole parlementaire et de la parole politique d'une manière générale, qui est lié à la simple raison qu'on est dans la communication permanente, on est dans l'information permanente. Et donc, comme on est dans l'information permanente, comme on est dans la communication permanente, au final, ce qu'on dit n'a plus de valeur parce que, mon cher, c'est comme ça, tout ça est quatre n'est qu'à sali, et depuis où paiement tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est, commun n'a pas de valeur. Alors que ce qui est rare devient cher. C'est ce qu'on dit. Et je pense que la parole politique est en train de devenir quelque chose de totalement une quantité négligeable. Alors que la parole politique a une certaine époque... avoir un poids. Exactement. Lorsqu'un homme politique prenait la parole, chien dit dans les blancs, dit ça au vlé de Lucette Michaud-Chevry. Mais en certain, les Lucette Michaud-Chevry, t'es qu'à ouvrir bouche, quel que soit le lieu, moun t'es qu'à venir, t'es qu'à rentrer. Parce que la parole de cette femme-là, la puissance qu'elle mettait dans son propos, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Et je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui à retrouver des élus qui ont cette dimension, qui ont cette épaisseur, qui ont cette compréhension. Parce que pour pouvoir parler efficace, pour pouvoir parler fort, il faut connaître ce dont tu parles. Il faut avoir du recul sur ce dont tu parles. Si tu vas, et que, comme je le vois trop souvent, et parfois nos élus faire, parce qu'ils disent, oh, ni lumière là-bas, on entre, regardez quelqu'un fait. Et puis, pourquoi venir prendre la parole parce qu'ils disent, prend la parole. Et compagnie n'a rien dit. Effectivement, tu es en train de pourrir la parole publique. Alors que non.
de mon point de vue, la parole publique, c'est quelque chose qui doit se préparer. On doit concevoir des choses. C'est au service du peuple qu'on se met. Et donc, si tu vas au service du peuple et qu'on va discuter avec tel élu ou tel élu, eh bien non, il faut que ça construise un bitin. Et ça, c'est fondamental. Combien de fois j'ai vu des élus arriver dans des réunions avec des représentants de l'État et bafouiller parce qu'ils n'ont pas été préparés à la réunion là. Ou alors ils ont cherché, bon, ben, comment on fait, comment on dit, ils n'ont pas été effectivement anticipés. Et ça, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. La parole publique, d'une part, elle doit être construite. Ensuite, elle ne doit pas être circonstanciée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, là en Guadeloupe, dire ces gens-là A, et là où il va en bas, là, on va dire Z. On ne peut pas dire ces gens-là noir, et là où il va en bas, là, on va dire blanc. On ne peut pas dire Pépor, ah non, ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon, et là où il va en bas, là, on va dire circuler, monsieur le ministre, il n'y a rien à voir. Parce que c'est ça qui est passé trop souvent. Et la vulgarisation et l'affadissement de la parole publique, c'est exactement ce que je suis en train de décrire. Pendant le Covid-19, on a vu trop souvent nos élus venir dire à la population des choses. Et après ça, arriver, voter des textes qui étaient étaient proposés par le gouvernement et que la population avait d'ores et déjà rejetés. C'est vrai. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Donc il faudra retrouver certaines valeurs justement à cette parole publique. Il y a aussi le devoir d'exemplarité. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est un peu disparu, on dirait, en France. Et on peut en revenir justement sur la réforme des retraites. Quand on voit que les sénateurs votent l'extinction de 5 régimes spéciaux qu'ils veulent balayer d'un revers de main, alors qu'ils ne votent pas la fin de leur propre régime spécial, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils comprennent que bon, c'est mal vu? Alors, la question de l'exemplarité a toujours été une question cardinale de la vie publique dans un système républicain et dans un système démocratique. Montesquieu, d'ores et déjà, à l'époque du XVIIIe siècle, il faisait de la vertu la valeur cardinale d'un système républicain efficace. Sauf que... évidemment, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Normalement. Et effectivement, on se rend compte que sur la question singulière des retraites, la question est posée. Et d'ailleurs, il y a un sénateur qui l'a posée, un sénateur de chez nous qui l'a posée. Exactement. Et il ne l'a pas posé en des termes pour dire, les gars, il faut nous réformer dans nous. Il a dit, bon, effectivement, il se trouve qu'il y a une petite hypocrisie à dire que... Bon, oui, c'est visible. Ça a eu le mérite d'être dit. Mais effectivement, on peut s'interroger. Ces sénateurs-là, ils ont commencé par réformer les retraites à tout le monde, sauf que là, ils ont fait des petits jours et sénateurs, ils ont trouvé pour toute vie à eux, une retraite de 2 000 €. Effectivement, les Français et les Guadeloupéens peuvent s'interroger. On ne peut pas comprendre ça, on peut pas entendre ça. Non, exactement. Et c'est même révoltant. C'est même révoltant parce que quand on parle, et ces Français-là, ils sont attachés à révolution, à système révolutionnaire, ils sont attachés à ces valets-là qui sortent de la révolution de 1789. Et on va venir dire, ouais, mais les privilèges, bon, nous abolissons ça, nous abolissons ça, mais nous regardons devant nous. Clairement. Et en fait, bien sûr que sur ce point-là, je pense que le Sénat n'est pas au rendez-vous de la discussion. Et il faut aller plus loin que simplement dire qu'il y a une petite hypocrisie. Il faut dire aux sénateurs, commencez par réformer votre système de retraite avant de toucher aux retraites des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Comment contraindre quand les personnes qui sont censées vous représenter finalement ne vous représentent plus et ne vous écoutent plus? Alors, ça va être un long processus, Harold. Pourquoi? Moi, je ne me fais pas d'illusions. Il n'y a pas de baguette magique pour la probité en politique. Il n'y a pas de baguette magique pour régler tous les problèmes des gens. Il faut être capable de se dire ça. Et donc, il n'y a pas de baguette magique non plus pour cette exemplarité au titre de la retraite. Surtout que personne n'aura ignoré, il n'aurait échappé à personne que le Sénat est constitué essentiellement d'anciens élus locaux qui ont déjà fait de belles carrières politiques. Et qui ont été élus par des élus locaux. Et donc finalement, le peuple n'a qu'un pouvoir totalement indirect sur ces gens-là. D'ailleurs, le système de retraite de l'Assemblée nationale était le même et il a été réformé récemment. Je crois que ça date de 2017. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc là-dessus, j'émets tout de même des réserves. Mais il a été réformé, ce système de retraite de l'Assemblée nationale. Il était à peu près identique au système des sénateurs. Il a été réformé, ce système de retraite, parce que l'Assemblée nationale souveraine a décidé de réformer ce système de retraite au titre de l'exemplarité,
précisément parce que ces députés l'ont mêlé, parce qu'il n'y a pas des élus qui ont élu ces députés-là, c'est peuple-là qui a élu ces députés-là. Voilà. Et donc, c'est sous la pression populaire et sous l'antiparlementarisme qu'on a vu des évolutions naître et apparaître dans la Chambre basse. Je pense par exemple alors, au système de retraite, mais je pense aussi à ce système qu'on appelait la réserve parlementaire. On en a largement parlé. Il y a eu largement des abus. De quoi est-ce qu'il s'agissait? De mémoire, c'était 130 000 euros qui étaient chaque année à la disposition des parlementaires. On ne sait pas pourquoi. Non, pour financer chacun des projets associatifs ou de collectivités territoriales. Voilà, c'était ça l'objectif initial de la réserve parlementaire. Des campagnes politiques des fois aussi. Et effectivement, il y a eu des abus. Non mais un radio, ça objectif habitat tel qu'a été concevoir au départ, mais un radio aussi, ça c'est monsieur Fayeveille. Parce qu'effectivement, il y a eu des parlementaires qui ont été condamnés parce qu'ils ont tenu on regard un peu dilettante sur cette question de la gestion de la réserve parlementaire. Et qui dit exemplarité dit d'une certaine façon que pour la respecter, il faudrait qu'il y ait des sanctions. Est-ce qu'on en arrivera un jour à pouvoir sanctionner justement nos hommes politiques? On a tendance à les élire et ne pouvoir rien faire pendant toute la durée d'un mandat. Ils ne peuvent pas être évoqués. Enfin, c'est des procédures que personne n'engagera qu'il faut pour destituer un président de la République, par exemple. Est-ce qu'on se n'est condamné finalement, après avoir voté pour quelqu'un, on est condamné à le subir pendant tout son mandat? Alors, il y a plusieurs choses. Je voudrais quand même revenir un petit instant sur le Sénat. Pour bien que les gens comprennent, le Sénat est souverain sur son fonctionnement. Donc ça veut dire que, quelque part, c'est au Sénat de faire évoluer son système. Voilà, c'était pour bien que les gens comprennent. Ensuite, la démocratie est faite de telle manière qu'aujourd'hui, tel que le texte constitutionnel est fait, il n'existe pas de mandat impératif. Il faut qu'on se le dise. C'est une réflexion que j'ai menée, je me permets d'en parler ici, puisqu'on y arrive, c'est une réflexion que j'ai menée et que j'ai couché dans un bouquin que j'ai sorti à l'occasion des élections législatives. C'est Pour l'amour du pays. Dedans, je me suis interrogé. Est-ce qu'effectivement, le modèle dans lequel on est aujourd'hui est un modèle satisfaisant pour une démocratie qui a évolué? Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Vivre en démocratie en 2023 n'est pas vivre en démocratie en 1958. On est d'accord. Vivre en démocratie en 2023 n'est pas vivre en démocratie en 1789. Et en fait, certes, on est dans une république, on est dans un système institutionnel qui perdure, qui est certainement le plus longif de toute l'histoire institutionnelle de France. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui quand même a fait preuve d'une grande stabilité à travers les années depuis 1958. Et pour autant, on ne fait pas évoluer notre on le laisse en l'état, c'est incroyable. On le laisse en l'état. Ça veut dire que de temps en temps, faut ces gens-là sortir à Kazayo, pour un petit 4 blé là, et puis yoka dans l'école, moi c'est à l'école de Viard à Saint-Ouen-en-Raboté, donc ça veut dire qu'on prend l'auto en moins, on va faire 5 minutes voiture, et puis on va voter, et de temps en temps, on dimanche, on va mettre ton petit papier en yon là. Et en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas saisi quelque chose. Parce que, alors même que ce modèle-là continue d'exister, les taux de participation aux élections, aussi bien locales que nationales, n'ont jamais été aussi bas. Faibles. Et ça risque pas de remonter Sauf l'élection législative et présidentielle passée a fait montre de manière éclatante de la lassitude, de l'exaspération du peuple. Et les gens se sont déplacés. Pour moi, les gens se sont déplacés de guerre lasse, parce qu'ils ont été fatigués d'exprimer leur opinion et qu'ils ont été fatigués de ne pas être entendus. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en réalité, notre démocratie, les taux de participation ne traduisent pas un désamour de la démocratie, mais un désamour de représentation, en fait. De la représentation. On n'a pas de représentant digne de ce nom. Exactement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? De mon point de vue, ce qui est en train de se passer, c'est que la démocratie a continué à exister. C'est mon là qui a continué de dire ça, ça y a penser. Moi, j'appelle ça la démocratie presse-bouton ou touche-écran. Ça veut dire que Jodelin, c'est mon là, depuis y a petit téléphone à Ohio, il y a dit ça, il y a pensé si Facebook, il y a dit ça, il y a pensé si Twitter, il y a dit ça, il y a pensé. Les gens se filment pour pouvoir donner leur avis. Et on a des avis sur tout le temps, de tout le monde. Ça veut dire que la démocratie, elle vit, mais la démocratie, elle a évolué. Ce n'est plus une démocratie de l'urne, c'est une démocratie du smartphone. Et donc, une démocratie du smartphone, il faut que les institutions
républicaine tire des conséquences de cette évolution-là. Ce que je dis on ne là, veut pas faire de vote électronique. mais On ne veut pas organiser de référendum, Exactement. par exemple, numérique. Exactement. Ce que je dis là, ça peut paraître pour beaucoup être anecdotique, mais de mon point de vue, quand on s'adresse à une génération comme la génération Z, alors c'est le pater qui décapale les moins de génération X, Y, Z. Et donc, on regarde des cassatés, effectivement, le regarde des générations X, c'est ambitin, le regarde des moins dans la génération Y, et après ça, on y Z, et on y a d'autres cabines d'Edouard. Et en fait, tu ne peux pas t'adresser à ces générations-là où on est en train d'écraser le temps, où le temps est en train de devenir très long de manière très courte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un paradoxe, mais oui. Dans ce que je dis, mais ça veut dire que je de là, ou qu'à agacer si téléphone à dans 1 minute, pas en réponse. Sauf que en réalité, c'est déjà une anomalie de communiquer aussi rapidement. Et les générations vont de plus en plus vite. Et nous, on est en train de dire que notre démocratie doit continuer à avoir un temps qui est un temps étranger à ce temps-là. La démocratie représentative doit évoluer parce que les générations qui viennent transforment la démocratie représentative et ont une injonction vis-à-vis des institutions de démocratie participative. Et que les outils de la démocratie participative, on les a. Si ces gens-là, pour comprendre ça, eh bien, ils peuvent s'y à côté. Et d'un point de vue en moins, ils peuvent attendre toujours parce qu'on n'aura pas de retour aux urnes de manière fondamentale. En parlant de ceux qu'il faut revoir, il faudra revoir aussi le travail, puisque les nouvelles générations n'ont pas le même sens de la valeur travail qu'il y a 50 ans, 60 ans. C'est pas la même assiduité, ils n'ont pas les mêmes attentes. Exactement. Pas du tout les mêmes attentes. Donc il va falloir effectivement revoir tout ça. C'est un nouveau monde qu'on doit construire, mais ce serait plus dans le consensus, dans la collaboration que ça pourra se faire. Mais pour l'instant, on est plus... on aime bien dans ce pays les affrontements. Hein, donc, Oui, on est encore dans une dynamique de conflit de génération, sauf que de mon point de vue, il faut qu'on fasse changer ça, il faut qu'on fasse évoluer ça. C'est-à-dire qu'on ne construit pas une société avec une seule génération, on construit une société avec toutes les composantes, avec les personnes âgées, avec les jeunes, et au contraire, dans ce pays-là, on a des ressorts de dialogue des générations qui sont, je pense, précieux et qui pourraient servir pas mal d'autres pays. Merci beaucoup, Maître Raphaël Lapin, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous parler de votre vision justement et votre analyse autour de cette réforme des retraites. Je le rappelle, le Sénat a adopté effectivement l'article 7, donc la prolongation du temps légal. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Franchement, bon, on le savait, mais maintenant que ça tombe, c'est fait, c'est fait. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve bientôt. Bye. Bonne soirée à tous.